Donc, bienvenue à tous à cette présentation de deux opportunités de financement qui s'adressent aux entreprises d'économie sociale. Donc, en première partie, on a le Fonds de développement INOGEC et en deuxième partie, le programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif. Voilà, donc on vous présentera tout d'abord INOGEC qui a pour but de rendre accessibles les services professionnels de conseil en gestion et en gouvernance en contribuant au paiement d'honoraires professionnels pour des interventions conseil. Et je laisse donc Marie-Ève Cloutier, coordonnatrice d'INOGEC, et Milder Villegas, directeur général, vous en dire plus sur les modalités du fonds et le processus d'application. N'hésitez pas à leur poser des questions après la présentation. On a un petit 30 minutes qui est réservé à ça. Voilà. Donc, je laisse Milder commencer sa présentation. Oui, merci beaucoup. Bonne journée, bon après-midi à tout le monde. Je suis Milder Villegas, directeur général de Filaction. Je suis accompagné aujourd'hui de Marie-Ève Cloutier. Premièrement, je présenterai... attendez une minute, on va enlever les sous-titres. Présenterai Filaction, c'est quoi Filaction? Puis dans le deuxième temps, on présentera INOGEC, les deux volets d'INOGEC. Donc, je disais, Milder Villegas, directeur général de Filaction. Filaction, c'est un fonds d'impact. Un fonds d'impact, pourquoi fonds d'impact? C'est que depuis ses débuts, il y a plus de 20 ans, Filaction finance des initiatives qui sont dans le cadre, ce qu'aujourd'hui on appelle les 17 objectifs de développement durable. Si on regarde attentivement au cours de notamment les 5 dernières années, je pense 15 sur 17 objectifs, nous travaillons, nous investissons, nous accompagnons ce type d'initiatives. Donc c'est pour ça qu'on tend de plus en plus ça appelé ou nous appelons nous-mêmes un fonds d'impact. Nous sommes présents dans les 17 régions. En fait, c'est notre intention, notre souhait et notre désir. En termes d'objectifs, Filaction, il en a deux objectifs. Un, c'est le financement direct, puis deux, c'est la gestion des fonds. Au niveau de l'investissement direct, on fait des financements au niveau des entreprises d'économie sociale, des PME, notamment dans le domaine de la culture et le tourisme, ainsi que les entrepreneurs de la diversité. Dans le deuxième volet, ou le deuxième objectif, on capitalise puis on gère des fonds pour des populations ou des secteurs mal ou non desservis au niveau de la finance traditionnelle. Notre approche puis mode de fonctionnement de Filaction, c'est par les partenariats. Donc, nous, notre approche, on est toujours en collaboration et complémentarité avec les autres acteurs de développement, que ce soit local, régional. Puis évidemment, ça, c'est pour le bénéfice de nous tous. Si on regarde les investissements ou les pourcentages des investissements chez Filaction, 90% des investissements environ, c'est fait avec d'autres partenaires financiers. Donc, c'est très rare que nous sommes les seuls investisseurs ou les seuls prêteurs dans les projets. Dans 90%, il y a les autres partenaires, que ce soit Investissement Québec, ailleurs en région, que ce soit des ADC, que ce soit les risques, la Caisse d'économie solidaire, etc. Filaction compte avec 17 employés, 2 bureaux. Un bureau à Montréal puis un bureau à Québec. Le siège social est à Québec. Mais aussi, on a 2 bureaux satellites, un à Sherbrooke, puis un autre qu'on est en train de structurer au niveau de la région de Trois-Rivières. Le bureau satellite, évidemment, puis le bureau, en fait, nos bureaux permanents, par le temps qui court pour la situation que vous comprenez, sont fermés. Donc, on travaille à distance. À partir de ces 2 bureaux et des bureaux satellites, on a une couverture de tout le Québec. Je disais tantôt qu'on était presque présent dans les 17 régions du Québec. En ce qui concerne l'économie sociale ou les prêts pour l'économie sociale, nos prêts, ça varie de 50 à 1,5 million de dollars pour une première intervention, puis nous pouvons aller jusqu'à 1 million de dollars pour une deuxième ou troisième intervention. En termes de outils d'investissement, en fait, tous les outils disponibles dans le marché, nous l'avons ou nous pouvons l'utiliser, que ce soit des prêts à court terme, long terme, avec garantie, sans garantie, crédit rotatif ou même d'achat d'actions pour la participation des employés. La durée du prêt, en général, c'est entre 5 et 7 ans, donc on peut aller jusqu'à 7 ans.
Toutefois, lors des prêts ou des investissements qui sont beaucoup plus importants, on peut, notamment au niveau des immobilisations, on peut faire un amortissement 20 ans, puis faire un prêt de 7 ans. Donc, au bout de 7 ans, avoir un ballon pour renégocier les prêts ou refinancer les prêts. Notre approche, je disais, c'était des complémentarités tantôt, mais aussi c'est la flexibilité, être adaptable aux particularités du projet ou de l'entreprise. Souvent, on nous pose la question, quels sont vos critères? Nous, on tente plutôt à répondre, on veut entendre les projets, puis en fonction de ça, on va définir qu'est-ce que nous avons besoin pour travailler, accompagner ou être partenaire dans le projet. Donc, parce que parler des critères, ça peut limiter la portée ou ça peut limiter la portée des projets ou ça peut limiter l'accessibilité des projets. Donc, en écoutant les gens, les promoteurs ou les entreprises, bon, on est en mesure de dire sur quelle base on peut travailler ensemble. En termes d'approche aussi, nous avons des interventions atypiques, c'est-à-dire on peut accorder, puis on accorde régulièrement des crédits rotatifs. Donc, c'est-à-dire il y en a certaines entreprises qui sont événementielles, donc des événements qui peuvent arriver à chaque année ou 2 ans. Puis donc, on peut avoir un prêt plus long terme pour faciliter le travail de l'entreprise. Aussi, notamment dans le domaine du tourisme, mais ça peut être d'autres domaines aussi, on peut faire des remboursements saisonniers. Donc, en fonction des liquidités disponibles, on peut déterminer d'avoir des moratoires quelques périodes de l'année. Aussi, en termes atypiques, on a déjà fait à quelques reprises dans le passé, travailler avec des entreprises qui fonctionnent par des projets de campagne de levée de fonds, de collecte de fonds. C'est-à-dire, ils développent des projets, ils disent on va faire une campagne pour 2, 3, 4 ans, puis au bout de 4 ans, le projet se réalise. Dans ce cas-ci, ce que Filaction peut faire, c'est financer au départ, puis au fur et à mesure que la collecte de fonds arrive, financer ou repayer les prêts qui ont été faits par Filaction. Évidemment, dans ces cas-ci, ce n'est pas n'importe quelle entreprise, ce sont des entreprises qui ont déjà une expertise, une compréhension, une connaissance, puis une expérience dans ce domaine-là. Pour l'économie sociale, nos dossiers, il n'y a pas de frais d'ouverture, donc pour les PME en général, oui. Et il y a d'autres questions qui nous posent par rapport à notre taux d'intérêt, donc relié à l'approche. Nos taux d'intérêt sont selon les marchés. Donc, pour être plus clair, le taux d'intérêt est calculé selon le taux préférentiel des jardins plus un code de risque en fonction, évidemment, du risque des projets. Donc, ce n'est pas en fonction de dire je veux chercher un meilleur taux, c'est pour ça que je vais chez Filaction. C'est plutôt de dire, bon, les services que je vais recevoir, l'accompagnement que je vais recevoir, tout en ayant un taux d'intérêt qui est selon les normes du marché. On finance quoi? La croissance, expansion, acquisition, relève d'affaires, exportation, achat de nouveaux équipements, développement de nouveaux marchés ou même les besoins de liquidité. Un élément sur lequel on tient, puis on le répète régulièrement, une des parties ou type de projet ou des modèles de projets sur lesquels nous on finance, c'est la prise de participation par les employés, c'est-à-dire la création de CTA, des coopératives de travailleurs actionnaires. Ça, dans son perspective de dire, bon, les employés peuvent bénéficier des avancées ou des bénéfices qui peuvent être générés par l'entreprise. Évidemment, en ce qui concerne les CTA ou prises de participation par les employés, on les fait dans une perspective plutôt positive, c'est-à-dire lorsque l'entreprise est en bonne condition, parce qu'il y a 10-15 ans, on voyait régulièrement avoir ou développer des CTA pour des entreprises qui étaient en difficulté. À ce moment-là, on met à risque à 2 niveaux les employés, tant au niveau de leur mise de fonds ou leur participation à l'entreprise et aussi le risque de perte d'emploi. Donc, nous, on suggère, on souhaite, puis sur les projets de CTA qu'on a travaillé au cours notamment des 5 dernières années, ce sont des entreprises dans une perspective positive dans lesquelles on fait une place aux employés
dans la participation à l'actionnariat. Au niveau des fonds que je disais tantôt, dans la capitalisation et gestion des fonds, nous, on gère un fonds dans le domaine du tourisme, donc fonds pour les entreprises touristiques. C'est un fonds en partenariat avec le ministère du Tourisme. C'est un fonds de 11,5 millions, donc un fonds pari passu. Donc le capital est moitié-moitié mis par Filaction et le ministère du Tourisme. Ce sont dans le cadre du fonds tourisme, sont des prêts entre 50 et 1,5 million de dollars, puis ça peut être pour la croissance ou le démarrage des entreprises touristiques. Une particularité dans les fonds tourisme, d'ailleurs que c'est vu bénéfique dans le cadre de la pandémie, c'est que les fonds tourisme visent surtout à compléter l'offre touristique des régions. Donc, soit pour attirer une nouvelle clientèle, prolonger les périodes d'exploitation des entreprises. Donc, dans le cadre de la pandémie, évidemment, presque toutes les entreprises sont en excellentes conditions dans le cadre du fonds tourisme. Pourquoi? Parce que quand on finance, c'est plutôt compléter l'offre touristique et non pas n'importe quelle entreprise dans son perspective, par exemple, d'accroître la compétition. Également, le fonds de tourisme est fort intéressant pour nous, puis en fait pour tout le monde. 92% des entreprises du fonds de tourisme sont en dehors des grands centres, Montréal, au Québec. On a deux autres fonds qu'on gère, ces fonds pour l'inclusion financière. Donc, son premier fonds, c'est Fonds Afro-Entrepreneurs qui s'adresse aux gens d'affaires des communautés noires, et le fonds Mosaïque qui s'adresse aux autres communautés. La particularité au niveau de ces fonds-là, c'est que c'est une approche dans laquelle, dans le processus de financement, on fait participer les gens de différentes communautés. Dans le cas des afro-entrepreneurs, ce sont des gens des communautés noires, plus souvent qu'autrement de la même région, même pays de la personne, puis aussi dans le même type d'industrie sur lesquelles les promoteurs ou promotrices présentent la demande. Et c'est là, idem pour le fonds Mosaïque, c'est là dans son perspective de faire tomber les barrières de part et d'autre. Dans le cas de Filaction, de mieux comprendre, mieux saisir la réalité ou les codes entrepreneuriaux des différentes régions. Puis de l'autre côté, de la part de ceux et celles qui présentent une demande, évidemment, de recevoir une rétroaction beaucoup plus en accord avec ceux qui connaissent, ceux qui comprennent. Donc, ainsi, on fait tomber ces deux barrières. En termes de financement, c'est entre 50 et 500 000 dollars aussi. Puis c'est dans tous les modes ou types de financement qu'on fait en général au niveau des Filaction. Quelques exemples des entreprises. Entre le moine et l'arbre, c'est un Abitibi. Ça, c'est pour dire qu'on est présent dans tout le Québec. Ça, c'est dans le domaine du tourisme. C'est une PME. La coopérative de solidarité Wabac, encore une fois, en Abitibi, ça, c'est une entreprise d'économie sociale. C'est une coopérative de solidarité. Air Pure Ventilation, Bas-Saint-Laurent, c'est une PME. Le CTA Librairie Pantoute, bon, c'est à Québec, c'est encore une fois une coopérative, c'est une librairie. Quel autre je pourrais dire? Coopérative des employés Nortex Environnement, c'est à Montérégie, encore une fois, c'est une coopérative de travailleurs actionnaires, une entreprise d'économie sociale. Puis Inukshuk Loge, c'est une PME dans le fonds de tourisme, c'est un Nunavik, donc avec des gens des Premières Nations. Donc là, je vais laisser la parole à Marie-Ève Cloutier qui va présenter tous les volets de Inojec. Marie-Ève. Merci beaucoup, Milder. Alors, je vais vous présenter justement les fonds Inojec qui sont gérés, si vous voulez, par Filaction. Donc, Inojec a débuté en 2017. C'est sous la contribution du ministère de l'Économie et de l'Innovation, de Fonds d'action, de Filaction et de la Caisse d'économie solidaire qu'on a pu commencer à offrir justement des subventions aux entreprises d'économie sociale. Et en 2018, il y a PME Montréal aussi qui s'est joint à Inojec pour pouvoir offrir une partie subvention via la
la Ville de Montréal. Alors, l'objectif justement d'Inojec, c'est de pouvoir permettre aux entreprises d'économie sociale d'avoir une subvention, donc une contribution non remboursable, pour pouvoir faire appel à des conseillers externes pour des interventions d'aide stratégique dans leur entreprise. Alors, depuis justement la création d'Inojec, on a reçu 153 projets. Il y a 112 projets qui ont été subventionnés. Je peux ajouter à ça maintenant 26 autres qui ont été accordés il n'y a pas très longtemps. Alors, de ce montant, on a subventionné 926 000 un 300 000 presque de plus maintenant avec le fonds Relance. Et ça a permis des coûts d'intervention de 4,2 millions de dollars avec des consultants. Donc, il y a deux volets à Inojec maintenant. Il y a le volet général et le volet relance. Je vais commencer par le volet général. Alors, le volet général s'adresse à toutes les entreprises d'économie sociale, donc coopératives, au BNL et mutuelles, ou aussi aux groupes de promoteurs qui voudraient mettre en place une entreprise d'économie sociale. Donc, avec le volet général, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller financer une fonction spécifique, une intervention sur une fonction stratégique de l'entreprise. Donc, que ce soit pour un plan d'affaires, les communications, une étude de marché, revoir ce qui est tout le côté comptabilité. Donc, on va aller financer le tout, on va aller subventionner le tout. Et on peut recevoir jusqu'à un maximum de 15 000 $ pour cette intervention-là, maximum 40 % des frais d'honoraires d'intervention. Donc, c'est important par contre de spécifier que lors du montage financier pour l'intervention, il y a un maximum de 80 % des coûts qui ne doivent pas être dépassés pour de l'aide gouvernementale. Inojec est totalement aide gouvernementale, donc c'est sûr que si on a d'autres partenaires qui sont avec nous pour financer cette intervention-là, on ne pourra pas dépasser à nous deux le 80 %. Le volet général, maintenant, c'est un nouveau volet qu'on a depuis cette année. Lui, il est vraiment spécifiquement conçu. Relance, excusez-moi. Merci, Mildred. Donc, le volet relance qui est nouveau de cette année, qui est spécifiquement conçu pour des entreprises qui ont vraiment été impactées fortement par la dernière année, par la crise sanitaire. Donc, impactées fortement, on va aller vers le très, très négativement, donc qui ont été sur le bord de fermer, de mettre la clé dans la porte, ou au contraire, très positivement, qui ont connu une croissance accélérée, où les ventes ont explosé, on a eu de la difficulté à tout gérer ces nouveaux clients-là qui sont arrivés. Donc, c'est à ces entreprises-là qu'on va que le fonds est dédié vraiment. Et puis, pour les entreprises, justement, qui ont connu vraiment des grosses difficultés, on va aller dans des entreprises qui ont environ 3 ans d'opération. Pour celles qui ont connu vraiment une forte croissance, on va demander environ 12 mois d'opération. Donc, c'est sûr que si on est en démarrage, ça ne pourra pas s'appliquer à nous, ce fonds-là. On va y aller par 2 phases ici. Donc, il va y avoir la première phase où on va aller, avec la première intervention, évaluer qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise. Donc, l'évaluation, le diagnostic, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, comment on a été impacté par la crise. Donc, pour cette première intervention-là, cette première phase-là, on va aller à un maximum de 80 % du coût d'intervention. Donc, c'est un petit peu plus généreux que le volet général. Maximum 10 000 $ pour cette première phase-là. Par la suite, lorsqu'on va avoir justement eu le rapport du consultant pour la première intervention, on va pouvoir passer en phase 2, aller réaliser le plan d'action justement qui a été défini par le consultant. Et là, on peut aller à 80 % toujours du coût d'intervention, mais cette fois-ci, maximum 30 000 $ qu'on peut obtenir de subvention. Toujours le 80 % bien évidemment d'aide gouvernementale qui ne doit pas être dépassée. Alors, dans le deuxième type d'intervention, la deuxième phase, on va y aller plutôt en accompagnement. Donc, la première était vraiment l'évaluation. On passe en accompagnement maintenant. Est-ce qu'on a besoin de faire une étude de marché, un plan stratégique, revoir notre modèle d'affaires? Donc, c'est des interventions qu'on va aller financer. Donc, quelques petites informations générales pour les deux fonds, autant le volet général que le volet relance. Alors, le plus souvent possible, on va vouloir avoir des consultants qui proviennent eux aussi de l'économie sociale. C'est bien certain qu'on connaît les réalités des fois régionales. Il y a des secteurs d'activité où ça va être un petit peu plus difficile de trouver des entreprises d'économie sociale qui vont pouvoir nous aider, nous offrir un volet consultation. On a peut-être des besoins spécifiques qui ne sont pas nécessairement couverts par des consultants qui sont des entreprises d'économie sociale. À ce moment-là, si le choix est bien justifié, bien, on pourra accepter des entreprises à capital action pour les consultants sans problème.
excusez-moi, j'ai passé un petit peu vite. Si les consultants, vous avez un consultant qui bénéficie d'un appui financier de l'État, donc exemple, la CDR, elle ne pourra pas être, elle devra être exclue. Par contre, si ce consultant-là a une petite partie de son enveloppe budgétaire qui ne provient pas de l'État, qui ne provient pas d'aide gouvernementale et que c'est avec cette enveloppe-là qu'ils offrent les services de consultation, là, on pourra les accepter. Donc, nos critères d'évaluation pour les projets, bien sûr, c'est les respects des conditions d'admissibilité. On veut voir l'apport réel du projet au développement de l'entreprise, l'impact social, culturel et économique que ce projet-là a pour l'entreprise et pour la région, et aussi les chances de succès du projet. C'est bien évident qu'on va quand même regarder un petit peu la nécessité financière de l'entreprise parce que notre enveloppe budgétaire est quand même limitée pour ces projets-là. Donc, on va essayer d'aller financer le plus possible les entreprises qui ont vraiment besoin de cette aide financière-là. Parce que, bien, comme je vous disais, c'est une enveloppe budgétaire qui est limitée, donc on ne financera pas automatiquement tous les projets et on ne financera pas toujours le maximum admissible pour chacun des projets. Alors, vous avez un petit tableau comparatif ici. Donc, pour Relance, ce sont des entreprises d'économie sociale qui ont été impactées par la crise sanitaire. Du côté volet général, ce sont toutes les entreprises d'économie sociale. Côté Relance, on demande un 3 ans d'opération pour les entreprises qui ont connu une forte difficulté, un 12 mois environ pour ceux qui ont connu une croissance accélérée. Côté général, ce sont tous les stades de développement, même les entreprises qui seraient à être créées. Pour le côté relance, on va avoir 2 phases. Donc, la première phase en évaluation, la phase 1, où on peut aller jusqu'à un maximum de 10 000 $, 80 % du coût d'intervention. Une deuxième phase, accompagnement, où on pourra aller 80 % du coût d'accompagnement et 30 000 $ maximum. Côté général, on va se limiter à une fonction stratégique de l'entreprise, un maximum de 15 000 $, 40 % du coût de l'intervention, et on a toujours notre 80 % maximum d'aide gouvernementale qui ne doit pas être dépassée. Alors, si vous avez une demande à faire, si vous avez des entreprises qui ont des demandes à faire, vous avez simplement à vous rendre sur notre site Internet. Vous allez avoir les formulaires disponibles et pour la relance et pour le côté général. Donc, simplement remplir le petit formulaire, nous annexer les documents qui doivent être envoyés aussi et nous envoyer ça par courriel. Alors, présentement, notre prochaine date de tombée est le 15 août. Donc, on recevra les projets jusqu'au 15 août. Par la suite, il y aura une nouvelle date qui sera spécifiée là, pour le mois d'octobre. Alors, je laisse Mildred pour quelques petits exemples. Merci, Marie-Ève. Juste pour dire aussi, quand on parle de formulaires dans les sites web, ce sont des formulaires assez simples. On essaie chaque jour de simplifier les formulaires. Donc, ceux et celles qui ont déjà vu les formulaires, on sont déjà vus dans le site web de Filaction, sont quand même assez simples à remplir. Donc, on ne veut pas embourber par la bureaucratie là-dedans. Un exemple ici que vous voyez à l'écran que nous avons financé, c'est une planification stratégique en Gaspésie. CUFM, c'est une entreprise d'économie sociale, c'est une radio donc, qui existe depuis 1983. Donc, c'est une radio et puis la planification stratégique. Les grands costumiers, surtout ceux et celles qui sont proches de Montréal, vous avez entendu sûrement parler du grand costumier. Dans le cas des grands costumiers, nous avons financé deux reprises, c'est l'organisation et processus, puis une autre au niveau du plan marketing dans lequel inclut les stratégies web et médias sociaux. Et les grands costumiers, c'était une OBNL qui avait été créée suite à la décision de Radio-Canada de se défaire de ces costumes, des séries, puis d'autres programmes qui faisaient ou qui font toujours Radio-Canada, mais ne voulaient plus avoir ces costumes. Donc, la communauté Centre-Sud s'est mise ensemble et ont décidé de créer une entreprise d'économie sociale. Aujourd'hui, cette entreprise, il loue toujours les costumes pour les séries, mais aussi pour films au niveau international, surtout quand il s'agit des vêtements ou des costumes d'époque. Ainsi, on garde tout ce patrimoine culturel qui passe par le biais des costumes. Poisson Entêté Coop, c'est une coopérative. Ça, on l'a financé, je pense, la dernière fois qu'on a évalué des projets en volet général. Comme on disait tantôt, c'est des études spécialisées. Dans ce cas-ci, ce sont des études d'ingénieurs pour la géothermie. Parce que Poisson Entêté Coop,
c'est une entreprise qui vise à faire de la culture de légumes au niveau vertical, puis en milieu urbain. Puis une façon de chauffer puis climatiser les espaces, c'est par le biais de la géothermie. Également, c'est un projet fort intéressant qu'il n'est jamais tout seul, il est toujours en lien soit avec une coopérative d'habitation ou des édifices. Donc, ça, c'est pour mieux utiliser tout ce qui est la géothermie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le numéro de téléphone, vous le voyez à l'écran. Par ailleurs, on va vous faire parvenir la présentation après l'activité. En fait, Olga, vous allez la recevoir, vous pouvez distribuer acquis des droits. Donc, c'est le numéro de téléphone, vous appelez là, c'est Marie-Ève qui va répondre. Si vous écrivez à inogec@filaction.qc.ca, encore une fois, c'est Marie-Ève qui va répondre. Donc, ou tous les autres éléments qu'on a mentionnés aujourd'hui, ou même des questions qui sont plus fréquemment posées, vous savez, dans le site web de Filaction, section Inogec, ainsi que il y a une liste courte qu'on développe à fur et à mesure des consultants d'économie sociale, parce que souvent on nous pose la question, disent, je ne connais pas des entreprises d'économie sociale, mais si vous allez dans le site, il devrait en avoir des noms. Puis on demande aussi les pôles d'économie sociale soit de nous communiquer des noms des entreprises d'économie sociale dans votre région ou dans ce cas-ci, dans la grande région de la Montérégie, et on va l'inclure dans le site web. D'ailleurs, un des critères dans le formulaire est qu'il faut être appuyé par les pôles d'économie sociale, donc une façon d'avoir une vision beaucoup plus organique d'un projet. C'est pour ça qu'on demande qu'il soit en lien avec les pôles d'économie sociale. Alors, je vous remercie beaucoup, puis on répond à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à peut-être lever la main et on pourra les poser une à une aux intervenants. Sinon, juste ouvrir votre micro et poser la question directement aussi. Oui, bien, je vais me lancer. Bonjour, M. Villegas. Félicitations pour votre présentation. J'ai bien aimé ça. Là, je suis du CLD Brome-Missisquoi. Est-ce que vous, dans l'économie circulaire, est-ce que vous connaissez le volet économie de fonctionnalité? Non, je ne connais pas. Bon, l'économie circulaire, certainement, on connaît, puis on finance, ça fait partie de nos priorités au niveau de Filaction, mais cet aspect que vous mentionnez, non, je n'ai pas connaissance. OK, parce que dans l'économie circulaire, il y a plusieurs volets, mais un de ces volets-là, maintenant, un nouveau, qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Donc, il y a plusieurs groupes au Québec là, qui sont formés pour développer, si on veut, l'économie de fonctionnalité. Puis ça s'inscrit dans ce cadre-là. Alors, j'aurais peut-être des projets qui sont assez innovateurs et donc les projets s'inscrivent dans l'économie circulaire. L'objectif, c'est de créer un service donc qui va permettre à l'entreprise de trouver un usage. Donc, va offrir un usage plutôt que d'offrir un bien. Donc, le service, donc dans l'usage, alors c'est ce qui fait la fonctionnalité. Alors, la personne, au lieu de vendre un produit comme tel, donc vend un service. Et là, on va ajouter une série de services. On est capable d'utiliser les data, numérisation, etc. Et ça permet aussi d'économiser des ressources qu'on peut aller trouver là, donc au début. Et c'est beaucoup dans un esprit de collaboration. Donc, on fait beaucoup collaborer tous les secteurs. On va parler ici de co-conception, co-collaboration, etc. Et comme ancien banquier, trouver du financement dans des projets comme ça, c'est pas évident non plus. Cependant, on trouve des solutions, puis donc ce que vous apportez là, ça cadrait bien. Et j'ai aimé votre approche en terminant là-dessus que donc ce qui est intéressant, c'est que vous voulez entendre le projet pour être capable de vous fixer sur l'éligibilité. Alors ça, c'est ça. Puis en plus, il y a un formulaire qu'on remplit en ligne. Alors je trouve ça intéressant Oui, qu'on va le connaître. Là.
Oui, Monsieur Tremblay, certainement. Bon, on a présenté du volet la partie financement traditionnel ou des prêts au niveau des filations, puis la partie INOGEC. Dans tous les cas, oui, c'est effectivement, vous nous appelez, puis on va voir de quelle façon on peut aligner. Oui, on a déjà financé, puis d'ailleurs, je disais tantôt, ça fait partie, on vient de finaliser notre planification stratégique, puis tout ce qui est relié au développement durable, changement climatique, agriculture de proximité. Et ces composants sont des éléments sur lesquels on est très intéressé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions parmi les participants? Ben, peut-être un commentaire. Je vois Benoît là-dedans qui est présent. Je pense que tantôt on parlait des entreprises d'économie sociale qui donnent des services. MCE Conseil en est un, et puis très présent d'ailleurs au niveau d'Inogec. Ben, oui, merci Milder. Bonjour tout le monde. Donc, MCE Conseil est un organisme non lucratif qui existe depuis avant l'économie sociale, dirais-je. Donc, on est un service conseil, là, effectivement, en support aux entreprises d'économie sociale. Justement, on a accompagné là, 3 entreprises qui ont déposé des demandes récemment dans le cadre. Et puis, effectivement, on a préparé avec eux des offres de services. Ils ont vraiment des besoins. Dans le cadre de la COVID, là, ils ont tous été impactés. On est en demande. Ils sont en développement croissant. Là, donc, effectivement, ça aide à les positionner, à les articuler, à réfléchir et tout ça. Donc, je vous invite fortement là, à conseiller à titre d'entreprise ou à titre de personnes ressources. Là, je vous invite vraiment à favoriser que vos partenaires puissent participer parce qu'effectivement, et les demandes sont conçues de la façon où, effectivement, ça nous amène à identifier les vrais besoins et à justifier ces besoins-là. Donc, et ça nous amène à réfléchir, effectivement, à nous positionner. Là. Donc, on fait une comment dirais-je, une pré-analyse pour effectivement se dire, ben oui, il faut y aller. Effectivement, on a des besoins. Ça nous permet de justifier, de se confirmer qu'effectivement, l'INOGEC est utile là, et va aider les organismes. Là. Puis ça donne effectivement une belle souplesse parce que c'est des montants qui sont intéressants quand même. Là. Un 10 000 $ pour faire un diagnostic ou 2 diagnostics. Là, je vous dirais qu'il y a des endroits où on a proposé 2 diagnostics. Et je pense que ça va faire le travail. Là. On va débuter ça dans les prochaines semaines. Donc, ben, merci de m'avoir fait la passe, Milder, même si le Canadien n'a pas gagné la Coupe Stanley, malheureusement. Donc, ça sera une prochaine fois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, MCE Conseil, ben, vous me trouvez sur Internet, évidemment, et ça nous fera plaisir également. Super, merci M. Bachand, puis merci M. Villegas et Mme Cloutier pour la première présentation. Donc, comme disait M. Villegas, on va vous transférer la présentation PowerPoint qui a été faite aujourd'hui pour que vous ayez l'information et sachiez qui contacter si vous avez des questions. Pour la deuxième partie, comme vous le savez, on va présenter le programme d'immobilisation d'entrepreneuriat collectif qu'on appelle le PIEC. Donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Patrick Derèche et Jean-Marc Ménard d'Investissement Québec qui vont venir présenter les critères d'admissibilité, présenter le programme, les critères d'évaluation des demandes et pouvoir par la suite répondre à vos questions plus spécifiques vu que l'appel tire à sa fin très rapidement. Donc, je vous laisserai la parole. On vous a mis co-host pour que vous puissiez partager votre présentation, mais si vous préférez que je le fasse, juste à me le mentionner, M. Derèche. Patrick, veux-tu dire un mot? Est-ce que vous m'entendez? Oui, désolé, je cherchais ma souris pour enlever le mute. Bonjour à tous, Patrick Derèche, je suis conseiller en développement économique en Montérégie, donc chez Investissement Québec. Chez Investissement Québec, mais depuis l'été 2020 seulement, parce qu'avant ça, on était Jean-Marc Ménard et moi-même, des employés du ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a fusionné toutes les directions régionales, les intervenants qui agissaient directement auprès des entreprises du ministère de l'Économie. On a fusionné chez Investissement Québec à l'été 2020. On continue à gérer les programmes. On est mandataire maintenant chez Investissement Québec de plusieurs programmes du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Par exemple, des programmes qui visent
soutenir des entreprises en exportation, en amélioration de la productivité, en innovation de produits ou de procédés, mais aussi en immobilisation, en entrepreneuriat collectif, le PIEC, là, pour lequel on vous rencontre aujourd'hui. Donc, c'est nous qui gérons le PIEC maintenant à partir de chez Investissement Québec comme mandataire pour le ministère de l'Économie. Puis, ben, moi, je travaille je couvre une région là, à Montérégie, qui est l'ouest de la Montérégie, là, à partir de la Prairie jusqu'aux lignes à l'Ontario et au sud vers les États-Unis. Donc, puis je présente Jean-Marc, qui est mon collègue, qui va m'accompagner aujourd'hui, qui va faire la présentation, puis on va essayer de répondre aussi aux questions que vous auriez le cas échéant. Mon tour? Ton tour. Excellent. Je vais essayer de... OK, parfait, ça va fonctionner, c'est merveilleux. Dites-moi si vous voyez la présentation dans 1, 2, 3. La voyez-vous? Oui, on voit bien. Super. Bon, là, j'essaie de la voir moi aussi. Attendez un petit peu. Moi, je la vois sur un autre écran, mais là, c'est bizarrement, je ne peux pas la manipuler. Puis, qu'est-ce qui se passe? On met ça. Là, en ce moment, Jean-Marc, on Oui. voit la diapositive qui est le processus général, donc pas le début. OK. Donc, dites-moi si ça va. OK. Donc, ce que je comprends, vous voyez la première Entreprise d'économie sociale, non, on ne voit pas la première. Là, oui. Là, oui. OK. Là, je comprends ce qui s'est passé. Vous êtes sur un autre écran, puis j'essaie de... Bon, écoutez, désolé, je ne vous regarderai pas. Je vais regarder mon écran. Donc vous avez l'impression que je parle à quelqu'un d'autre, mais ce ne sera pas le cas. Donc, écoutez, merci pour l'introduction, Patrick. Moi, je m'occupe, comme Patrick, là, évidemment, j'étais à la direction de la Montérégie également, puis je m'occupe de Saint-Hubert et de Brassard principalement. Et oui, je vais vous faire la présentation. Ça fait bien plaisir de vous rencontrer tous, puis certains que je connais individuellement. Donc, bien, il y en a qui se reconnaissent. Donc, effectivement, le programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, c'est le programme qu'on vous présente cet après-midi. Le plan de la présentation, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est que le PIEC, à qui il s'adresse, quelles sont les normes, les critères d'évaluation, comment on dépose une demande et ensuite, on va répondre à vos questions. Donc, le PIEC, comme le nom l'indique, ça vise à soutenir des entreprises d'économie sociale dans leurs projets de rénovation, de construction ou d'acquisition de bâtiments à vocation commerciale ou industrielle en accordant une subvention. Donc, les projets soutenus concourent à l'expansion ou au développement des activités liées à la mission sociale de l'entreprise ou sont nécessaires à leur maintien. Donc, toujours en lien avec la stratégie de l'entreprise. On va y revenir un peu plus tard. Donc, quels sont, en fait, quand est-ce que ça se passe? Bien, ça se passe maintenant. Donc, vous avez vraiment jusqu'à vendredi pour déposer une demande. Après ça, il sera trop tard jusqu'au prochain appel d'offres. Donc, le montant alloué cette fois-ci, c'est 6 millions pour l'ensemble du Québec. Et quels sont les types de projets couverts? C'est les acquisitions. Donc, dans un cas d'acquisition et de construction, le taux d'aide est à 30 %. Et pour les rénovations, le taux d'aide est de 50 %. Évidemment, c'est sur les dépenses admissibles seulement. On va en parler dans pas très longtemps de quoi il s'agit. Le maximum d'aide, c'est de 500 000. Et bien sûr, c'est un peu exceptionnel qu'on accorde un montant de cette amplitude-là, compte tenu des sommes que nous avons de disponibles. Donc, je vous parlais des dépenses admissibles. Les voici. Ça se distribue en 3 types, des coûts directs, les coûts indirects et les frais incidents. Donc, les coûts directs, on parle des contrats de construction, de rénovation. Ce qui est important, c'est qu'on octroie ces contrats-là à des entreprises qui ont une licence de la RBQ. On couvre les coûts de main-d'œuvre, de matériaux, l'acquisition de la propriété, donc terrain et le bâtiment, et aussi la connexion des bâtiments à l'aqueduc ou les frais liés à une fosse septique. Dans les coûts indirects, là, on parle des dépenses accessoires comme l'aménagement du terrain, les clôtures, le stationnement. Ça ne doit pas dépasser 15 % des coûts directs. Et des frais incidents, là, c'est plutôt des honoraires professionnels comme architecte et ingénieur. Je pense que j'essaie
mettre deux mots dans le même. Et les coûts là, maximaux, c'est de 20 des coûts directs. Donc, voilà pour les dépenses admissibles. Ça s'adresse à qui le PIEC? Ça s'adresse aux entreprises d'économie sociale. Là. Il y a une loi sur l'économie sociale et la définition de la loi, c'est les entreprises qui sont visées. Généralement, c'est des organismes à but non lucratif et des coopératives. Il y a certaines entreprises ou types d'entreprises qui sont exclues. On parle des assurances dans l'habitation communautaire et la liste que vous voyez sur la slide devant vous. Voilà. Mais plus précisément, vous le savez, mais on va le préciser, qu'est-ce qu'on entend par entreprise d'économie sociale? Oups, là, je pense que j'ai sauté une slide, je reviens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, une entreprise qui réalise sa mission sociale principalement par la production et la vente de biens et de services sur un marché donné. Donc, c'est une entreprise aussi qui planifie sa production de biens et de services, qui fait des études de marché, qui a un plan d'affaires et qui a un plan de développement stratégique. Donc, une entreprise qui est bien orientée, qui a une vision et qui vise minimalement à ce que les coûts de production soient couverts par des revenus marchands, quelle que soit leur source. Donc, non, on va y arriver à un type d'entreprise qui n'est pas couvert. Donc, on parle des organismes communautaires. Ceux-ci offrent généralement leurs services gratuitement à des prix notablement plus bas que les coûts réels. Et ils assurent leur fonctionnement principalement par le soutien financier de bailleurs de fonds grâce à des dons ou des activités d'autofinancement ou l'implication de bénévoles. Et puis, il n'y a pas nécessairement une démarche entrepreneuriale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des entreprises valables, au contraire, mais ce n'est pas visé par l'appel à projet. Donc, il y a des normes dans les appels à projet, puis donc ça apporte certaines contraintes, mais juste pour vous cadrer, quelles sont les normes d'accessibilité à ce programme-là. Donc, on doit produire des biens et services depuis au moins 2 ans et on doit fournir des états financiers sous forme de mission d'examen ou d'audit. Prérequis incontournables. Générer un minimum de 40 de revenus par des activités économiques. Et on va y revenir dans la prochaine slide ou très bientôt. Puis on doit démontrer dans un troisième temps le caractère essentiel de l'aide financière. Donc, une entreprise d'économie sociale qui va très, très bien, qui a une capacité de financement ou d'autofinancement, ça ne s'adresse pas à eux, là, malheureusement, le PIEC. Donc, quand on parle de sources de revenus, donc quand on parle de revenus autonomes par rapport à non autonomes, on parle de vente de biens et de services, de cotisation de membres ou d'activités de financement avec vente de biens et services. Bon, ça pourrait être un souper spaghetti, par exemple. Donc là, on s'autofinance, mais on vend quelque chose en contrepartie. Ce n'est pas un don pur et simple. Ou d'autre façon, c'est une entente ou un contrat de service avec un ministère ou un organisme. Mais là, la différence qu'on fait avec une subvention, c'est que là, on répond à un besoin du ministère ou de l'organisme spécifiquement via des frais de fonctionnement par rapport à un frais de, par exemple, un budget de fonctionnement par rapport à un budget de transfert qui sert à de la subvention, proprement dite, dans la mission du ministère. Donc, les autres revenus non autonomes qu'on ne considère pas, que j'ai dit tantôt, des dons, des subventions récurrentes ou non, ou de la subvention salariale. Voilà. Donc, le dernier, je viens d'en parler, c'est quand on parle de services rendus à des tiers dans l'intérêt public, c'est assimilé à une subvention. En termes de critères d'analyse, c'est sur 100 points, puis vous allez voir à l'annexe A de la grille d'évaluation ou le guide de dépôt de projet, donc qui vous est présenté dans la page spécifique au PIEC. Donc, il y a 4 critères, mais encore une fois, chacun des critères, il y a des sous-sections. Donc, qu'est-ce qu'on regarde principalement? Donc, c'est bien l'adéquation entre le projet et le plan de développement ou de repositionnement de l'entreprise. Donc, ça, c'est bien important. La subvention doit appuyer la mission de l'entreprise ou la vision et le plan. Donc, on doit apprécier aussi le projet et son utilité sociale. Quel aura le projet dans son milieu, l'impact du projet dans son milieu. On fait une évaluation financière et économique du projet. Donc, ça aussi, c'est important. C'est un des 2 critères qui pèsent le plus lourd dans l'évaluation. Et finalement, la capacité de l'entreprise à mener le projet à terme.
Donc, c'est les 4 critères de base là, pour l'évaluation de votre projet. Ben, le processus, comment ça marche? Comme je vous l'ai dit, 16 juillet, c'est terminé jusqu'au prochain appel d'offres, donc c'est bien important de respecter. Si jamais vous déposez, on ne vous suggère pas pour déposer par la poste, c'est le cachet de la poste qui va faire foi de la date de dépôt. Ensuite, ben, il y a une analyse, là, on se fait ça dans les prochaines semaines, là. Donc l'analyse du projet. Ensuite, il y a une recommandation au comité national qui, lui, va faire une sélection de projets pour une annonce prévue en octobre. Et lorsque ce sera fait, ben, vous allez, si vous êtes choisi, on va entrer dans la position d'une convention, puis il y aura une signature de ces conventions d'aide-là. On dépose une demande comment? Maintenant, ben, en fait, ça se fait en ligne, donc à travers les services en ligne que vous allez trouver sur la page du PIEC. Là. Donc, on va vous montrer un peu plus loin. Donc, c'est obligatoire. Donc, on doit pour cela avoir un compte ClickSecure entreprise. Généralement, les entreprises en ont, surtout si vous faites affaire avec Revenu Québec. Donc, c'est le même portail là, qui sert j'ai entendu avec le gouvernement. Donc, si ce n'est pas le cas, mais là, il est vraiment trop tard. C'est par l'anglais Société par action que vous faites une demande. Et lorsque vous avez vos accès, ben là, vous allez sur la page web du PIEC chez EQ. Et c'est très important de passer par là parce que vous tombez dans un environnement EQ, PIEC, MEI, là, qui vous permet d'avoir accès à ce programme-là spécifiquement. Donc, une fois que vous êtes inscrit à ClickSecure, vous devez vous inscrire spécifiquement au service offert par le ministère. Et une fois que vous avez accès, là, à travers le portail et cette tuile-là, vous pouvez accéder à la page suivante, que vous allez voir là, sous peu. Vous entrez votre code d'utilisateur, votre mot de passe, et ça vous permet d'entrer finalement et d'enregistrer votre demande à travers ce ClickSecure. Maintenant, quels sont les documents obligatoires? Ils sont vraiment obligatoires, donc ils sont éliminatoires si tout n'est pas complet. Donc, c'est vraiment important de faire bien attention que tout soit là. Donc, on parle de rapport annuel d'activité de la dernière année, les statuts règlements généraux de votre entreprise, les états financiers des 3 dernières années, donc présentés sous forme, comme on l'a dit précédemment, de mission d'examen ou de mission d'audit. C'est incontournable aussi, il faut les avoir sous cette forme-là. Vos états financiers prévisionnels incluant le projet, parce que c'est ça, donc votre projet fait partie de votre plan, donc ça doit être inclus dans vos états financiers prévisionnels. Ben, votre bail si vous êtes locataire et tous les autres documents pertinents. Donc, par exemple, si vous faites des rénovations, ben, les soumissions, les propositions de financement qui nous démontrent que votre projet est avancé puis que vous avez plus de chances de réaliser le projet. Donc, ça va compter finalement pour des points. Ben déjà, on est à la période des questions. J'espère que, grosso modo, ça vous a informé, mais on est là tout à fait pour répondre à des questions plus techniques là, que vous pourriez avoir.